Bienvenue dans votre magazine Vie solidaire sur Radio Alpes-Mancel, un magazine social qui parle des associations, du handicap et de la société. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie très rare, le tremblement orthostatique primaire, TOP. Pour nous en parler, nous recevons Katia Péchard qui est atteinte de cette maladie. Pour cela, elle va nous raconter son histoire. Madame Péchard, bonjour. Bonjour. Pour commencer, vous allez nous faire découvrir le TOP dont vous êtes atteinte. Alors, qu'est-ce que c'est comme maladie ? Alors cette maladie, c'est un souci d'instabilité en position debout uniquement. Assis, couché, aucun problème. Donc l'instabilité, elle se ressent soit par des tremblements, soit par de la crispation au niveau des cuisses notamment, ou les deux. Elle nous oblige de toute façon à prendre un appui, à nous asseoir au bout de 2-3 minutes, voire quelques secondes, suivant les cas, suivant les personnes. Ça bouleverse certaines choses dans la vie. Ça nous contraint, dans mon cas par exemple, à avoir dû lâcher mon travail, puisque je travaillais là dans la restauration, debout, donc on oublie, impossible. Y a-t-il un traitement pour cette maladie ? Alors, il n'y a pas de traitement particulier pour la maladie, puisque la cause n'en est pas connue. Officiellement, il y a toujours des recherches en cours, que ce soit aux États-Unis ou en France. Donc, en règle générale, il nous est prescrit un antiépileptique qui calme justement les tremblements et nous permet d'avoir une vie quotidienne améliorée. Alors, pourquoi cette maladie est méconnue du grand public ? Je pense tout simplement parce que nous sommes très peu nombreux, notamment en France. Peut-être 500 cas, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. Donc effectivement, peu de recherches, comme pour beaucoup de maladies rares, et méconnues, puisqu'il y a tellement de maladies que les médecins ne peuvent pas être au fait de tout. Alors, y a-t-il un âge à laquelle on a cette maladie ? Alors, on s'est rendu compte que souvent, c'était aux alentours de 50-60 ans qu'un diagnostic était posé. Parce que, justement, l'errance médicale pouvait faire que. Personnellement, je m'en suis rendu compte à 43 ans. Pour être en contact avec des personnes qui sont aussi atteintes, il se trouve que certaines ont été diagnostiquées dès 30 ans. Donc, on va dire de 30 à 80, enfin, il n'y a pas réellement d'âge, si ce n'est que manifestement, sur les enfants, il n'y aurait pas de cas. Je dis bien il y aurait, puisque je n'ai pas de certitude. Alors, il existe un site où on peut vérifier tout ces chiffres. Alors oui, il y a un site global aux maladies rares, en fait, qui s'appelle le site Orphanet. Et il n'y a pas réellement de chiffres, mais il y a la description complète de la maladie dessus, comme pour beaucoup de maladies rares. C'est un site officiel auquel peuvent se référer aussi bien le corps médical que les personnes lambda. Parlons maintenant de votre histoire. Comment cette maladie est entrée dans votre vie ? Alors, je travaillais dans la restauration, donc employée polyvalente. Donc j'étais à la plonge déjà, plonge et tout ce qui était repassage, nappage, etc. Donc je me suis rendu compte un jour, derrière la planche à repasser, où là on bouge très peu quand même, que mes jambes bougeaient. Enfin, je sais pas, je savais pas expliquer. Jusqu'au jour où il a fallu que je m'assoie, mais j'ai mis ça sur le compte de la fatigue. Et puis je me suis rendu compte dans la même journée, un peu plus tard, dans la pièce de la plonge qui était beaucoup plus grande, où là on va, on vient, où j'ai commencé à marcher en crabe. J'avais une jambe qui partait plus d'un côté. Enfin, je sais pas pourquoi, mon côté droit avait tendance à vouloir prendre son indépendance, on va dire ça comme ça. Et donc là, je me suis dit quand même décidé à consulter parce que ça a duré quelques jours et je me suis dit c'est pas normal, il y a vraiment quelque chose autre que de la fatigue. Suite à ça, le médecin avait tout de suite évoqué une piste neurologique, donc plusieurs neurologues de vue, des examens, scanner et IRM cérébral notamment, qui ne sont pas indispensables au diagnostic de cette maladie, mais qui étaient aussi pour éventuellement chercher une autre pathologie. Et de toute façon, qui ne sont pas négatifs à faire puisque ça peut aussi éliminer une autre pathologie dans d'autres cas. Donc toutes ces analyses chez nous reviennent normales, comme ce qui peut être ponction lombaire, tout ce qui peut être les prises de sang, enfin il n'y a rien de visible en fait. Le seul examen qui peut prouver qu'on est atteint de cette pathologie, c'est un électromyogramme en position debout, puisqu'assis couché, nous n'avons pas de problème. Il n'y a que debout que l'appareil peut enregistrer les mouvements qui sont calculés en hertz et voir si oui ou non il s'agit d'un TOP. Alors justement, comment ce diagnostic a été posé ? Alors le diagnostic a été posé dans un premier temps par un neurologue qui, ayant éliminé plein de pistes, parce qu'on peut aussi plus ou moins le poser si le médecin prend son stéthoscope par exemple, et vous le pose sur les cuisses en position debout. La vibration s'entend. Ça fait un genre de petit bruit sourd d'hélicoptère. Donc ça peut être un premier diagnostic, on va dire clinique. Donc dans un premier temps, ça s'est passé comme ça. Le médecin que j'avais vu n'était pas... Il m'avait dit, vous avez ça, c'est pas la peine de passer le MG. J'ai raccourci pour électromyogramme. Donc quelques mois plus tard, j'étais quand même sceptique, puisqu'il y avait eu d'autres diagnostics qui avaient été envisagés. J'étais sceptique et je me suis dit, cet EMG, je vais aller le passer. De moi-même, j'ai pris rendez-vous au centre hospitalier du Mans. Je suis tombée sur une personne qui connaissait la maladie,
Donc en on va dire, allez, en une demi-heure, même pas, le test était fait. C'est juste des électrodes qu'on vous pose comme pour un électrocardiogramme. C'est totalement indolore. En cas de besoin, bien évidemment, vous avez une chaise. Donc ils sont attentifs puisqu'ils connaissent la maladie. Et là, l'appareil a effectivement révélé. Et le bruit de l'hélicoptère, là, je l'ai bien entendu. Alors si je comprends bien, cette maladie est difficile à détecter. Elle est difficile à détecter puisque non visible dans les 3/4 du temps, pas facilement explicable. Allez voir votre médecin, dites-lui que vous vous sentez pas... C'est même pas des pertes d'équilibre, c'est juste que vous avez la sensation d'être obligé de vous asseoir ou de vous appuyer, ou au début même on se rend pas forcément compte que la maladie est là et on a tendance à écarter un petit peu plus les jambes pour se stabiliser. On le fait inconsciemment. Donc le fait que ce soit pas visible, il est logique qu'en face l'intervenant ne peut pas vous détecter quelque chose si d'autant plus il n'est pas au courant de cette pathologie. Alors comment votre quotidien s'est vu bouleversé suite à la maladie? Alors ça a été doucement, puisque la maladie elle progresse doucement en règle générale, elle continue d'évoluer au fil des années. J'en suis à maintenant 11 ans avec le diagnostic passé. Donc je vois bien effectivement en 10 ans ça a changé. On s'habitue à tout, je dirais. Les trucs tout bêtes, se brosser les dents debout, ça peut parfois être la danse ou la hop. Prendre une douche debout, ça peut au bout d'un moment ne plus être possible. Là récemment j'ai fait l'acquisition d'un siège et c'est beaucoup plus confortable. Aller faire les courses, faut faire la file d'attente. On peut avoir la carte de priorité pour passer en caisse, mais quand vous faites vos courses, il faut aussi s'arrêter dans les rayons. S'il y a trop de monde, vu qu'on a toutes les personnes atteintes ont un rythme de marche qui leur est bien particulière. Donc si on casse ce rythme, tout de suite c'est compliqué. L'équilibre, là, on l'a plus. Donc, soit on se raccroche au caddie, soit on se raccroche à la personne avec qui on est. Mais voilà, pour tout ça, c'est compliqué. Tout ce qui est file d'attente, donc c'est pas seulement les courses, c'est le cinéma, aller voir une exposition, par exemple. Ça commence à être un peu plus tordu, parce que là, si vous voulez vraiment regarder l'exposition, vous êtes obligé de vous arrêter. Et à moins d'avoir quelqu'un avec vous qui peut éventuellement vous tenir le bras, là, ça se complique aussi. Tout ce qui est sport. Alors, le sport est bon aussi, par contre, pour la maladie, puisqu'ils font continuer à entretenir les muscles jambiers. Faut surtout pas que les muscles se ramollissent, comme dirait l'autre. Et donc, les personnes qui étaient habituées à faire du sport ont tendance à pouvoir continuer. C'est-à-dire que faire un jogging pose pas de problème. Enfin, j'ai une amie qui dit, si je devais faire un marathon, le problème pour moi, c'est pas la course, c'est d'être obligé d'attendre le départ. Et c'est vrai, puisque la position statique, c'est ce qui nous gêne le plus. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autres difficultés? Je les ai tellement occultées à force de les pratiquer, en fait. Cuisiner, tout simplement aussi. Cuisiner, faire la vaisselle, il faut être en appui sur son plan de travail, ou éventuellement prendre une chaise. Le repassage, on n'en parle pas. Le balai, c'est le manche à balai qui vous tient. Tout un tas de choses qu'on avait l'habitude de faire complètement normalement, où on se rend compte, soit ça devient compliqué, et en plus on y passe beaucoup plus de temps, parce que la maladie apporte aussi de la fatigue. Alors, votre parcours depuis la découverte du TOP? Alors mon parcours, déjà quand on m'a donné un nom, alors là c'était Oura. Oura, je suis pas une extraterrestre, parce que ça a quand même duré 3-4 ans avant que j'ai vraiment un nom fiable. On m'avait donné un médicament que je prends toujours, qui est toujours le même, qui effectivement m'avait stabilisé, mais je ne savais toujours pas ce que j'avais. Donc j'ai continué à travailler pendant toutes ces années, et quand j'ai eu le nom, je n'ai eu que le nom. Donc après, recherche internet tout de suite pour en savoir un petit peu plus, et ça a été un Oura. Et puis je me suis dit, si je ne suis pas toute seule. D'autres personnes sont atteintes, peu certes, mais je suis pas un cas rare. Pouvez-vous nous donner les handicaps liés à la maladie? Alors les handicaps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce qui est en station debout, donc même que ce soit au niveau chez soi, au quotidien, que ce soit au niveau professionnel. Parce que même avec un travail assis, par exemple, on va dire un travail administratif. Si vous allez au photocopieur, vous êtes debout. C'est tout bête, mais voilà. Prendre un ascenseur, vous êtes obligé de plus ou moins de vous cramponner. Il y a un truc idiot, par exemple, il est impossible de prendre un ascenseur en essayant de tenir un plateau. Parce que vous avez vos 2 mains prises. Les 2 mains étant prises, vous n'avez plus rien pour vous raccrocher. Et l'ascenseur fait quand même, en règle générale, on reste statique dans un ascenseur. S'il y a du monde autour, je me vois pas faire des ronds dans l'ascenseur. Donc voilà, c'est une image un peu basique, parce qu'on prend rarement un ascenseur avec un plateau, ça se fait pas. Mais c'était juste pour démontrer que si on ne peut pas se raccrocher à quelque chose, tout de suite on vacille. Y a-t-il une évolution du handicap par rapport à la maladie? Oui, effectivement, il y a des évolutions, puisque la maladie évoluant elle-même, il y a des choses qui, au fil des années, que je faisais, que je ne fais plus, que je ne peux plus faire. Qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple? Quand je m'en aperçois tous les printemps, par exemple, quand vient la belle saison, au jardin, je peux plus faire les mêmes choses de la même façon. Je me contrains à m'asseoir. Et je peux les faire moins longtemps aussi. La fatigabilité de la maladie en elle-même et du traitement.
qui nous est donné, au lieu de mettre 10 minutes, un quart d'heure pour faire quelque chose, on va mettre une demi-heure, ou on va faire une pause. Des fois 5 minutes, ça suffit de faire une petite pause de 5 minutes et on repart. Alors justement, comment évolue la maladie ? Alors la maladie, elle évolue différemment par personne. On est tous des êtres humains individuels, singuliers. Donc on peut pas dire qu'il y a une évolution. Il y a une évolution, certes, ça elle est marquée chez tout le monde, mais elle évolue différemment. Il suffit que vous ayez une période de stress, par exemple, notamment je vois quand j'ai dû lâcher mon travail, parce que je m'accrochais à mon travail, puisque à notre époque le travail, voilà, on tient tous à le garder. Et quand je me suis retrouvée au chômage, c'est-à-dire sans bouger, sans plus avoir d'activité, là c'est monté crescendo d'un seul coup, comme s'il y avait eu un palier en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à utiliser la canne. Parce que j'ai vraiment senti qu'il y avait un palier qui s'était fait. Et puis après, ça a stagné. Et bon, là, je pourrais pas dire que je me rends compte vraiment si oui ou non ça continue à évoluer. Si ça continue, parce que faut savoir que les muscles jambiers sont le départ. La maladie peut monter, atteindre le dos, les épaules, le cou, les bras, en position debout. C'est-à-dire que maintenant, si je suis debout à un comptoir quelconque, ne serait-ce que signer un papier, ça peut me poser un problème de signer debout, alors que signer assise me posera pas de problème. C'est des petites choses toutes bêtes, mais oui, c'est des choses où on se rend compte, c'est avec ces genres de petites choses qu'on se rend compte qu'effectivement ça évolue. Finalement, que pouvez-vous nous dire sur cette maladie, le TOP ? Alors, qu'est-ce que je peux en dire ? Qu'elle est trop méconnue, d'où ma présence, qu'il y a beaucoup de personnes en errance, et ça c'est dommage, que on ne peut pas blâmer les médecins parce qu'il y a tellement de maladies, ils peuvent pas tout connaître. C'est quelque chose sur une pathologie qui est souvent très invisible. Il est complètement difficile de déceler quelque chose, de trouver la bonne piste au départ. Il y a peut-être 500 cas en France, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. Donc pour une maladie rare, c'est déjà un chiffre qui est très bas. Parce qu'on estime maladie rare, on va dire pour la France, par rapport à la population, il faudrait qu'environ moins de 30 000 personnes soient atteintes de la même pathologie. Si on est aux alentours de 500, même si on était 1000, on reste quand même très rare. Y a-t-il de la recherche qui est mise en place pour cette maladie ? Alors, il y a effectivement des recherches, notamment aux États-Unis, parce que tout ce qui est recherche demande financement, tout ce qui est maladie rare, il y a des maladies prioritaires, puisque la nôtre, elle n'est pas vitale. Je veux dire, à la fin, voilà, on ne mourra pas de notre top. Donc, il y a forcément des recherches qui sont plus importantes que les nôtres, que pour notre maladie. Oui, il y a effectivement beaucoup, les États-Unis cherchent à comprendre pourquoi elles se développent chez certaines personnes, pourquoi pas chez d'autres. J'ai oublié un petit peu de vous dire aussi qu'il y a une prévalence, en fait. On serait aux 3/4 de femmes, 1/4 d'hommes. Pourquoi ? C'est aussi un mystère. Il y a une recherche qui est en cours actuellement sur la Salpêtrière avec l'ICM, c'est-à-dire l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris, dont les résultats ne sont pas encore parus. Et là, qui n'est pas forcément pour rechercher la cause de la maladie, mais éventuellement pour nous apporter une alternative aux médicaments. Donc j'en dirai pas plus, tant que les résultats officiels sont pas sortis, on n'en sait pas plus. Avez-vous des projets liés à cette maladie ? Alors les projets, continuer à la faire connaître, oui, c'est ça, je me suis engagée là-dedans depuis maintenant plusieurs années. Les projets de vie ont été changés, il a fallu refaire un projet professionnel, refaire une formation. J'ai été aidée en cela par la maison départementale qui a financé la formation. Donc j'ai donc fait une reconversion de secrétaire comptable, une formation de 18 mois, passé 50 ans, ça devient un peu compliqué, mais on se dit allez hop, on y va, on tente le challenge. J'ai bien fait de tenter, j'ai obtenu mon titre. Actuellement, j'ai toujours pas de travail, mais le marché du travail est ce qu'il est pour tout le monde, handicapé ou pas. Et les projets, peut-être, mais alors là on reste dans le conditionnel, une rencontre entre plusieurs personnes atteintes de TOP au printemps 2019. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Je vous remercie beaucoup de m'avoir ouvert l'antenne. C'est une opportunité inespérée pour essayer de faire connaître cette maladie, aussi bien vis-à-vis du grand public, des personnes qui pourraient en être atteintes, mais aussi par rapport à tout le corps médical en général. Parce que les kinés, je pense souvent aux kinés ou aux infirmières qui sont en relation avec un maximum de personnes. Faire du kiné, par exemple, pour nous, ça peut être très bon pour ce que je disais tout à l'heure, ne pas perdre nos muscles. Mais si vous allez chez un kiné pour essayer de retrouver votre équilibre, lui, il va pas comprendre, vous non plus, et l'équilibre ne reviendra pas.